Bienvenue pour cette table ronde sur SCC Engage 21. On va parler des services publics et de la digitalisation des services publics ensemble avec bien sûr SCC et un partenaire SAP. Alors vous savez, la digitalisation, elle n'a pas concerné pendant cette période Covid que les petits commerçants ou que les entreprises. Les secteurs publics aussi qui étaient déjà un peu avancés dans pas mal de domaines, mais c'est mis aussi à accélérer dans la partie publique. La signature numérique, c'est des choses qui ont complètement bouleversé pas mal de choses. On va en parler avec nos invités sur en quoi la crise Covid a accéléré la digitalisation du secteur public avec nos deux invités. Didier Lejeune, bonjour. Bonjour. Didier, merci d'être avec nous, CEO de SCC. Et puis Emmanuel Lampert, bonjour. Emmanuel, vice-président gouvernement d'affaires pour la France. Alors Didier, je vais commencer avec vous chez SCC France. En quoi cette crise Covid, selon vous, a accéléré une digitalisation du secteur public, mais qu'il était déjà, ils étaient déjà beaucoup de transformations numériques au sein du secteur public, mais en quoi on a mis le zoom sur certains projets qui sont allés beaucoup plus vite? Alors avant de parler à proprement parler du secteur public, je voudrais quand même rappeler un peu l'histoire de cette crise qui nous a tous surpris, qui a surpris toutes les entreprises françaises, qui a surpris l'économie, une crise mondiale qu'on n'avait jamais vue. Et donc, nos clients ont été surpris. Ils n'avaient pas forcément les infrastructures agiles qui permettaient de faire face à cette crise. Il a fallu que du jour au lendemain, ils connectent des milliers d'utilisateurs en télétravail. Et si je prends le cas du secteur public, la plupart des postes de travail étaient fixes. Ah oui. Et donc, entre autres, j'ai pris la décision de passer une commande auprès de nos partenaires sans commande de l'État de plusieurs dizaines de milliers de portables, de façon à pouvoir assurer des livraisons en deuxième partie de l'année. Car, vous le savez, la production se déroule en Chine, toutes les usines étaient arrêtées ou ralenties, toute la chaîne logistique mondiale a été interrompue. Nous étions en concurrence avec tous les pays du monde et certains ont réagi très rapidement pour avoir ces stocks. Et donc je pense que ça a permis aux agents publics de pouvoir travailler de chez eux et il faut tirer compte de cette leçon, je pense, pour effectivement accélérer les infrastructures chez nos clients, la mise en place de logiciels. On a également, par exemple, aussi fourni tous les logiciels pour les centres de vaccination en France, pour pouvoir que des millions de personnes puissent réserver leur vaccin. Donc quand on parle de réactivité, d'agilité, voilà. Absolument. Pour SCC France, ça a été une vraie mise en valeur et puis une mise en condition assez rapide, puisque c'est vrai qu'on a vu en quelques semaines, il fallait mettre des gens en télétravail. Puis j'imagine que la partie cybersécurité, parce que ces gens-là, il faut sécuriser tout ça. Je parlais de la signature numérique, ça paraît tout bête, mais dans beaucoup de secteurs, et notamment dans le secteur public, c'était pas encore complètement implémenté. Donc il a fallu aussi mettre ce genre de choses en route. Oui, tout à fait, et d'autant plus que le secteur public, comme vous le savez, a des procédures un peu lourdes parfois. Et donc nous avions la chance d'avoir un certain nombre de vecteurs contractuels qui ont permis à nos clients d'installer ces infrastructures, de commander ces logiciels pour pouvoir justement annoncer ces nouvelles possibilités. On a ainsi fourni au ministère de l'Éducation tous les logiciels qui ont permis aux élèves de se connecter à distance. C'était fondamental pour poursuivre l'éducation de nos enfants. Et pour vous, alors hormis pour la vaccination, qui n'est pas quelque chose de prévisible, mais pour le reste, est-ce que on a plus assisté à une transformation? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui a été fait là aurait été fait dans les 5 ans à venir, ou est-ce que vraiment il y a eu cette accélération? Enfin, racontez-nous comment vous ressentez les choses. Il y a eu une accélération, je pense, qui est un début d'accélération. Oui, rappelons-le. Parce que, évidemment, l'État et les collectivités territoriales, les hôpitaux ont des infrastructures assez vieillissantes. Ils n'ont pas toujours mis en œuvre des nouvelles technologies comme l'hyperconvergence, qui a été très déployée dans le secteur privé et qui permet justement d'accélérer. La dette technique est lourde encore. La dette technique est lourde. Notre secteur public est d'ailleurs en retard par rapport à celui des autres pays européens, enfin de certains pays. Et donc, il est essentiel que nous les aidions à mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Et nous avons également les expertises et l'offre de services qui permet à nos clients d'installer ces nouvelles applications. Emmanuel Lampert, chez SAP, quel est votre regard là, sur tout ce qui s'est passé? J'imagine beaucoup de choses, vous pourriez redire la même chose que ce que vient de dire Didier, mais côté SAP, la façon dont il a fallu accélérer aussi, parce que là aussi, il y avait des projets qui étaient enclenchés. Certains, il a fallu prioriser, mais dans beaucoup de cas, il a fallu accélérer. Oui, dans beaucoup de cas, il a fallu accélérer. Mais même l'orbite des planètes est chaotique. Là, on s'est retrouvé face à une crise. Oui. Et dans ce cas-là, on mesure assez bien qui est en mesure de s'adapter rapidement et qui l'est moins.
Et face à une crise, il vaut mieux travailler, il vaut mieux avoir déjà travaillé l'adaptabilité plutôt que l'adaptation, parce que si on s'adapte au moment de la crise, c'est déjà trop tard. C'est un peu tard. Donc l'essentiel, me semble-t-il, c'est de disposer au préalable des outils de l'adaptabilité, parce que c'est ça qui va permettre, ce sont ces outils-là qui vont permettre d'accélérer dans des bonnes conditions et d'être en bonne résonance temporelle avec ce que la crise impose, parce qu'à ce moment-là, la décision, quelle qu'elle soit, d'origine publique, d'origine privée, d'origine personnelle, quelle que soit la décision, on se fait imposer un tempo de crise particulier. Alors Didier nous a déjà donné un premier éventail des outils. C'est quoi très concrètement là, chez vous avec SAP ? Alors nous, on fait déjà beaucoup de choses pour l'État. En particulier, on travaille beaucoup avec le ministère de l'économie, avec le système Chorus, donc c'est toute la partie financière, la comptabilité financière de l'État. On travaille beaucoup avec d'autres ministère de la Défense, en particulier sur la partie RH. Donc ce sont ces projets-là qui servent de base aujourd'hui à notre dialogue. Et ce qu'on cherche à faire pour répondre à la crise, c'est engager de plus en plus de projets de co-innovation avec ces ministères et avec d'autres pour les mettre au niveau. Mais moi, je parlerais d'accélération et de rattrapage, parce que ce que la crise rend visible, c'est la nécessité d'acquérir des instruments pour aller vite. Et puis aussi, elle rend visible une dette technique. Donc il y a aussi un peu de passif à rattraper. Et malheureusement, j'allais dire, ça passe encore aujourd'hui par des projets de co-innovation publique-privée si on veut bien faire les choses. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut commencer à parler d'un agent administratif qui devient un agent augmenté ? Et par quels moyens, justement ? Alors on sait qu'il y a les chatbots, il y a l'IA qui vient derrière tout ça, mais ça se concrétise comment ? Toute augmentation, elle se mesure au regard de l'état actuel des choses. C'est-à-dire que si vous avez un taux de croissance à 0,1%, c'est assez facile de faire de la croissance. Vous voyez, si vous partez de haut, augmenter est plus difficile. Donc, pardon pour cette image un peu, c'est un peu une image d'Épinal, mais oui, aujourd'hui, on peut considérablement augmenter l'environnement de travail des agents pour les faire évoluer dans des environnements numériques qui les aident dans leurs tâches au quotidien, et puis aussi des environnements qui fabriquent une certaine confiance, parce que si l'agent numérique il n'est pas entouré par un environnement numérique, si l'agent public n'est pas entouré par un environnement numérique qui fabrique de la confiance, ça peut poser un problème. Je pense surtout qu'il y a aussi une problématique de valorisation. Un agent public, c'est un homo numericus comme un autre. Quand vous êtes chez vous toute la journée, en famille, et que vous utilisez des applications numériques extrêmement modernes, vous avez un savoir, un habitus numérique extrêmement poussé, que vous vous retrouvez au travail dans un environnement qui constitue pour vous une dégradation de cet habitus numérique-là, c'est pas extrêmement valorisant. Je pense qu'il faut penser à ça, parce qu'on dit souvent que la numérisation, ça engendre de la conduite du changement, que la conduite du changement serait problématique, que les agents publics n'en veulent pas. Ça aussi, c'est une image d'Épinal. Moi, je pense qu'on peut la battre en brèche, au moins en partie. Oui. Je pense que les agents aujourd'hui sont très demandeurs. Prenons le cas, il a été question de télétravail tout à l'heure. Moi, je pense que c'est une question de mobilité. Il ne s'agit pas forcément juste de faire travailler les gens chez eux. On a des solutions pour faire en sorte qu'ils évitent des allers-retours comme ça vers l'extérieur, le bureau. Mais ils ne sont pas forcément chez eux, ils sont mobiles. Et cette demande de mobilité chez les agents publics, elle préexiste, elle est très antérieure à la crise du Covid. Donc la crise, elle agit comme un révélateur, elle agit comme un perturbateur, elle agit comme un accélérateur, et puis elle contraint à se mettre au niveau. Et puis j'aime bien ce que vous dites, hein, dans le côté, ça a permis de rattraper aussi, il faut bien le dire, voilà, on n'était pas en avance sur tous les domaines, bien que certains en soient quand même pas mal avancés par rapport à d'autres pays européens. Didier Lejeune, tout cela, un agent augmenté, un agent plus performant, un agent administratif plus performant, c'est aussi un meilleur service pour le rendu aux citoyens que nous sommes citoyens ou les entreprises qui traitent avec l'État. Oui, tout à fait. L'État a un enjeu majeur de donner accès aux citoyens à des applications modernes, également un accès à la donnée. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de données, mais c'est quand même fondamental que tous nos citoyens aient accès à des données précises, à jour, leur permettant de faire leurs démarches, etc. Donc effectivement, cette modernisation concerne aussi bien l'externe, c'est-à-dire les citoyens, les clients finalement de l'État, que les agents internes. Et l'un va avec l'autre, puisque évidemment, il y aura moins de demandes vers les agents si les citoyens sont plus autonomes dans leurs démarches. Les agents vont pouvoir développer plus de valeur sur de nouvelles applications.
Donc c'est un cercle vertueux qu'il faut qu'on enclenche absolument. Et vous, alors, comment vous êtes intégré dans cette chaîne avec SCC France? Nous sommes fortement intégrés sur le sujet. Le secteur public est notre premier secteur. Donc nous travaillons dans le secteur public depuis plus de 40 ans. Donc nous connaissons assez bien. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une expertise sur les architectures. Ce sont quand même des architectures extrêmement complexes. C'est une expertise sur les réseaux et la sécurité. C'est une expertise également sur un certain nombre de logiciels, de solutions de logiciels, notamment de middleware. Mais il ne faut pas simplement conseiller, il faut mettre en œuvre. Donc nous avons des chaînes de services industriels qui permettent d'intégrer, de déployer, de maintenir, de supporter les utilisateurs. Avant et après crise, il y a des choses pour vous qui ont changé dans la façon d'opérer? Oui, tout à fait. On voit de plus en plus de dossiers d'externalisation du support utilisateur, par exemple. Les clients avaient tendance à lancer des appels d'offres pour que nous puissions délivrer le service, mais avec du personnel chez eux. Oui. Maintenant, ça y est, on a une cinquantaine de clients déjà du secteur public qu'on supporte dans notre centre d'Altimance à Valenciennes. Alors, autre chose qui est important aujourd'hui, donc on a vu un agent administratif plus performant, un meilleur service rendu aux citoyens ou aux entreprises qui traitent avec l'État, mais il y a cette partie aussi de confiance, et aujourd'hui, Dieu sait si elle devient important, la cybersécurité. Alors, on entend, alors là, si dans le domaine public, on a entendu les hôpitaux qui ont eu qui ont des soucis aujourd'hui. Quel est votre avis sur l'état des lieux un peu de la sécurité aujourd'hui, Emmanuel Lampert? Bon, vaste programme. Oui. Et effectivement, on ne peut bien se servir du numérique que si ce numérique génère un environnement de confiance. Et cette confiance, elle doit être basée sur de la sécurité. La sécurité dans le domaine cyber, c'est à la fois une question juridique et c'est à la fois une question technique. Mais, alors, sans rentrer dans les détails, je vais essayer de vous brosser à grands traits ce que je pense. Il y a à la fois une conscience nouvelle des dangers du numérique. Cette conscience, elle est même un peu tardive en réalité. Prenons la sécurité des systèmes industriels, ce qu'on appelle le SCADA. En France, pendant très longtemps, le niveau de conscience du risque que ces systèmes pouvaient représenter, de leur niveau de vulnérabilité, a été, à mon avis, sous-estimé, assez largement. Même s'il était fermé, il n'était pas connecté au monde extérieur au départ. Vous avez raison, il y a plusieurs cas de figure, mais aujourd'hui, les systèmes industriels sont vulnérables. La crise de la Covid, elle rend ça visible avec les hôpitaux, que nous avons des infrastructures d'intérêt vital ou d'intérêt économique majeur qui sont vulnérables à ces attaques. Il y a eu en France la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est une excellente nouvelle. Cette agence, elle est montée en puissance au cours des dernières années. Ça matérialise aussi cette prise de conscience, et puis son poids aujourd'hui dans les mécanismes de prise de décision témoigne de cette importance-là. Il y a encore aujourd'hui des angles morts. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des perceptions de la sécurité qui sont des perceptions erronées ou fantasmatiques. Bon, ça existe encore. Et puis, à côté de ça va plutôt dans le bon sens. À côté de ça, il y a aussi il faut se méfier des médicaments. Il y a des effets secondaires de temps en temps. Et il y a quelques effets secondaires. Toutes les données n'ont pas un niveau stratégique important. Vouloir sécuriser toutes les données, c'est mettre de l'énergie à perte. Voilà. Donc ça passe par, on a parlé tout à l'heure de Chief Data Officer, le rôle d'un Chief Data Officer, c'est aussi un rôle de cartographe. C'est-à-dire, voilà, mon paysage de données, quelle valeur j'attribue à tel jeu de données. Certaines données sont importantes à un moment, elles ne le sont plus 10 minutes après. Exactement. Donc si on n'est pas capable de taguer avec pertinence des données, on ne répond pas, à mon avis, aux exigences des enjeux de cybersécurité d'aujourd'hui. Et pour vous, hormis le simple fait du budget, alors on dit que ça doit être plus de 10% du budget de la DSI pour avoir déjà un semblant de sécurité qui ressemble à quelque chose, mais est-ce qu'il faut des indicateurs, des choses un peu des jalons? On est toujours dans l'univers du domaine public, bien qu'il puisse être en parallèle avec celui du privé. Alors, je pense que ça rejoint aussi des problématiques de qualité du développement du code. C'est-à-dire que là, on peut avoir des indicateurs sur la qualité du développement du code, parce que des codes mal développés ou insuffisamment bien développés, ça crée des vulnérabilités, ça pose des problèmes de sécurité. Je pense aussi qu'il y a des enjeux à caractère juridique qu'on peut vraiment
on peut vraiment mesurer. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté numérique. La souveraineté numérique, ça veut dire il n'y a pas que ça, mais ça veut dire qu'on garantit sa sécurité aussi. La manière dont le débat public s'organise autour de cette question, ça tourne autour de la localisation des données. Il faut que la donnée soit juridiquement contrainte de rester en France. Vous voyez, c'est une politique migratoire un peu particulière pour la donnée. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là? Comment on l'envisage? Est-ce qu'on est souverain sur une donnée dès lors qu'elle est localisée en France et qu'on est sûr et certain que les Américains ne l'auront pas parce que le Cloud Act ne s'appliquera pas, etc. Ou bien est-ce qu'on est souverain quand l'intégrité d'une donnée est garantie, quand sa disponibilité est garantie, indépendamment de sa localisation? Ce sont des débats qui ne sont pas entièrement tranchés, mais on voit bien que la tendance en localisation se développe fortement en Europe. Didier, sur cet aspect cybersécurité, vous l'avez ressenti, ces montées. Évidemment qu'on s'y intéressait avant, mais là on sent vraiment que c'est devenu dans les 2-3 points clés, même au sein de l'administration. C'est clair, hein, c'est un sujet extrêmement important. On a vu de nombreux articles de presse sur le sujet. C'est clé. Moi, je voudrais, par exemple, dire que chez SCC, on prend le sujet très à cœur. Et moi, j'ai fait passer la certification 27001, oui, c'est ça, à notre DSI pour pouvoir assurer la sécurité de nos traitements pour tous nos clients, en particulier du secteur public, puisque nous faisons aussi une bonne partie des traitements de ce secteur. Donc c'est tout à fait considérable. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'avant, on n'avait pas un discours un peu trop technique sur la cybersécurité? Et aujourd'hui, ça y est, tout le monde est un peu plus conscient. On parle de l'identité numérique qui revient au devant de la scène. On a encore des articles dans Le Parisien qui font un grand papier sur l'identité numérique. C'est quand même assez... Ce qui a changé, je pense, c'est le ransomware. C'est toutes ces sociétés qui ont dû payer des sommes incroyables. Car un chantage s'est exercé sur elles. Donc je pense que ça attire l'œil plus que ça, mais ça préoccupe. Et donc il faut un plan d'action extrêmement précis sur le sujet. Et évidemment, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'État, au niveau de l'éducation, c'est d'autant plus important puisque c'est le fonctionnement global du pays dont il est question, sans parler évidemment du ministère des Armées. Un autre dernier point, Emmanuel Lambert, qui a changé aussi, c'est la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, un peu comme on est nous avec une tablette, avec un smartphone pour des applications diverses, de commander des repas, commander des taxis, choses comme ça, au niveau de l'administration publique, on veut aussi avoir accès à... Ça, c'est quelque chose qui change aussi. Parce qu'on veut la même qualité que celle que l'on aura devant son écran ou face à un agent. Exactement. Pour autant, à ma connaissance, en France, il y a encore peu d'agences ou de départements ministériels qui ont défini et mis en œuvre des politiques dites Mobility First. Il y a des départements, des organisations publiques au sein desquelles cette politique est clairement définie, clairement affichée. Je pense par exemple à l'ONF sur les forêts. On comprend pourquoi, parce que les gens ils doivent se déplacer. Un agent public, c'est pas un agent administratif par définition. C'est aussi un agent de terrain. C'est les gens qui s'occupent des forêts, les gens qui s'occupent des bâtiments, les gens qui s'occupent des infrastructures importantes pour les citoyens. Ces agents-là, il faut bien pouvoir les inscrire dans une perspective de mobilité qui va faire gagner d'importants dividendes à tout le monde. Il n'y a pas de raison que quelqu'un doive aller sur site, prenne des notes dans un carnet, revienne au bureau, rentre dans un système informatique sur un poste de travail fixe. C'est stupide. Donc pour des organisations de type ONF, vous voyez, la mobilité, elle est au cœur des choses. La politique de mobilité, la Poste, c'était aussi une politique extrêmement importante. Et pardon de ça, mais des fois, les deux sujets se rejoignent. Au ministère de l'Intérieur, on a équipé des dizaines de milliers de policiers avec des instruments de mobilité durcis, certifiés par l'ANSSI. Donc il y a les services de base, il y a même les services de sécurité. Et donc on arrive presque à la conclusion de cette table ronde. Didier Lejeune de SCC, on sent, on a parlé de la sécurité des données, de leur disponibilité, de la confiance, de l'agilité aussi qu'il fallait pour le secteur public, de la mobilité. Voilà, c'est un peu les quelques points qu'il faut retenir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a brossé un tableau complet du sujet. En 20 minutes. En 20 minutes, ce qui était un exploit parce que le sujet était quand même compliqué. Et je pense qu'il faut donner confiance à nos politiques, il faut donner confiance à nos citoyens. Nous avons tout à fait les savoir-faire, les compétences, les expertises, les contrats pour pouvoir enclencher rapidement. Donc il faut vraiment accélérer et c'est cette année qu'il faut accélérer absolument.
et puis bien entendu en emmenant aussi toute cette conduite du changement Absolument. importante auprès des agents, auprès des citoyens. Mais nous, ça y est, nous citoyens, on est prêts. Moi, je trouvais qu'il y avait un exemple qui était très flagrant, c'était celui de l'enseignement supérieur. On s'est rendu compte que finalement, ça n'avait pas trop mal marché, mais qu'on sent qu'il y a un besoin de rattrapage et d'accélération. Merci à tous les deux d'être venus nous parler donc de ces transformations au sein de la fonction publique. Vous l'avez compris, on est vraiment dans cette accélération. On reste ensemble une semaine ici pour parler de transformation numérique dans le cadre du SSC Engage 21. Tout de suite, la suite de vos programmes.